Oui, on peut peut-être commencer. Alors, je vais commencer, donc je vais introduire. Bonjour à tous, hein, que je suis, Paul-Emmanuel Bidault, donc un des cofondateurs de d'Astra, et donc avec, Jérôme Demercé, aujourd'hui nous avons, l'honneur d'organiser donc ce webinaire, qui a pour objectif, vous fournir des informations sur les durées de conservation des données. Et donc notamment, voilà, nous sommes un éditeur de logiciels RGPD et nous rencontrons beaucoup de DPO qui nous font part de leurs interrogations, heu, de leurs questions sur ce sujet très compliqué des durées des conservations des données. D'autant qu'il y a beaucoup d'écarts et c'est assez courant dans le cadre des contrôles de la CNIL, hein, de faire des points d'attention sur le sujet de la durée des conservations de données et notamment l'écart entre le théorique, donc ce qui est affiché dans les registres de traitement et la réalité sur le terrain. Et donc c'est souvent un point de surprise, hein, pour les entreprises lorsqu'elles se font contrôler par la CNIL, qui est de voir à quel point, il y a des écarts et la CNIL est capable souvent de mesurer ces écarts. Donc tout ce travail autour de la durée de conservation des données fait partie, intégrante de la conformité RGPD, donc des entreprises, et qui permet tout simplement de réduire les risques, hein, de sanctions et notamment, il y a 3 questions que nous allons aborder aujourd'hui, dans ce webinaire. Donc 1, comment déterminer, les durées de conservation des données? Donc ça, c'est un sujet vraiment, spécialisé qui permet on va vous expliquer quelles sont les règles juridiques, hein, sur le sujet. 2e question, quels sont les outils, pardon, qui peuvent être utiles pour, gérer ces durées de conservation des données? Et en particulier le registre de traitement. En quoi est-ce que le registre de traitement peut être utile pour, piloter, les durées de conservation? Et enfin, comment les mettre en œuvre concrètement, donc au sein de vos systèmes d'information? Donc c'est un peu ces 3 sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Donc je passe la parole sans plus attendre à Jérôme Demexey, notre expert en scène CNIL, qui va vous expliquer un petit peu les différents éléments et qui peut peut-être commencer par se présenter. Voilà, bien sûr, bonjour. Bonjour à tous, merci Paul-Emmanuel pour cette introduction. Oui, effectivement, moi je suis Jérôme Demerset, donc pour ceux peut-être qui m'ont déjà vu dans d'autres webinaires, moi je suis donc cofondateur aussi de Dastra, et également donc, comme l'a dit Paul-Emmanuel, ancien de la CNIL, donc effectivement j'ai travaillé au service des contrôles pendant quelques années, ce qui m'a permis d'avoir, cette compétence en tout cas, sur le métier, sur le sujet du RGPD, et qu'on essaye de mettre à profit de nos clients, à travers notre solution. Voilà. Alors, petit aparté, je vois qu'on n'est pas très nombreux, donc ce qu'on peut faire pour rendre peut-être le webinaire un peu plus interactif et on pourrait faire comme si on était dans une salle, si vous voulez, puis vous pouvez, prendre la parole si vous le souhaitez. Ce que je propose, c'est que si vous avez le souhait de prendre la parole, vous mettez dans le chat, quelque chose, un petit mot et puis, dans ce cas-là, vous pouvez, voilà, même exposer votre question. Ce sera peut-être, plus interactif, plus sympathique, sachant qu'on n'est pas trop nombreux, donc on peut se permettre de le faire, voilà, si vous le souhaitez. Alors, on essaye de se donner, voilà, le temps qu'il faudra pour aborder ces différents points-là. Effectivement, on va, travailler sur les durées de conservation. C'est un sujet, évidemment, que beaucoup de DPO, que beaucoup de professionnels de la protection des données, heu, donc abordent et qui suscitent aussi toujours beaucoup d'inquiétudes ou pas, d'ailleurs, parfois. Parfois, c'est aussi des questions qui ne se posent pas vraiment. C'est peut-être aussi ça le problème. Et donc on va essayer d'aborder ces différents sujets. D'abord, on va les définir, de quoi on parle. Ensuite, on essaiera de pouvoir, comment est-ce qu'on les détermine? Et puis à peu près qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui peut être utile pour déterminer ces durées de conservation, pour pouvoir aussi assurer derrière la conformité, sur ce sujet. Alors, les durées de conservation, quand on parle de durée de conservation, bien évidemment, nous parlons de durée de conservation des données à caractère personnel, dans le cadre de la protection des données à caractère personnel. Et ce, principe de limitation des durées de conservation, heu, est un des principes fondamentaux, hein, on pourrait dire l'un des 5 grands principes, donc de la protection des données personnelles, sur le sujet. Alors juste Paul Emmanuel, si tu peux couper ton micro.
on n'est pas très loin et je pense qu'il y a un peu d'écho. Ça va là? Voilà, est-ce qu'il y a encore de l'écho? Voilà, c'est bon. Donc c'est un des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel. C'est également, à partir de ce principe que l'on a consacré ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Hein, le droit à l'oubli, c'est le fait de pouvoir, voir des informations sur sa vie privée supprimées. Aujourd'hui, on est dans un monde de la donnée, donc c'est aussi des éléments qui vont assez de soi. C'est une obligation, du RGPD, le texte actuellement en vigueur qui encadre les règles de protection des données à caractère personnel, c'est une obligation qui est rappelée donc à l'article 5 de ce règlement. Hein, on le voit, les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme qui n'excède pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. C'est aussi une obligation qui date de bien avant le RGPD, et voilà, qui date de la loi de 1978, sous toutes ses versions, hein. Déjà dès 1978, ce principe de limitation de la durée de conservation des informations personnelles, était déjà posé. Donc ce n'est absolument pas quelque chose de nouveau et le RGPD là-dessus n'a pas apporté, beaucoup de nouveautés sur ce principe-là, si ce n'est l'obligation uniquement de toujours être plus à même de prouver que ce que l'on fait, est dans les clous. La durée de conservation donc c'est, par définition, ne pas conserver les données sous une forme qui permette l'identification pendant une durée qui va au-delà de ce qui est nécessaire au regard des finalités, donc pour lesquelles elles sont traitées. Ça, ce sont des éléments essentiels. On retient 2 choses, une forme qui permette l'identification, c'est-à-dire que ça veut dire qu'à partir du moment où une donnée est identifiante directement ou indirectement, pour une personne physique, on entend bien évidemment, dans ce cas-là, heu, elle constitue une donnée à caractère personnel. C'est important puisque si jamais la donnée ne permet plus d'identifier une personne physique, dans ce cas-là, elle sort du périmètre de la donnée à caractère personnel et par définition, donc ne sera pas dans cette règle. Nécessaire au regard des finalités, c'est vraiment ce principe qu'on retrouve toujours, heu, dans, dans le droit dans les droits fondamentaux, qui va être le principe de proportionnalité, des éléments entre eux. Les données doivent être collectées et traitées pour une durée, et c'est aussi un peu du bon sens, qui soit cohérente avec l'objectif poursuivi par cette collecte de données, hein, la finalité. Donc l'idée qui sous-tend cette règle, c'est on ne collecte pas les données pour ce qui est, on ne collecte les données uniquement pour accomplir l'objectif. Voilà. Si jamais on n'a pas besoin des données pour accomplir cet objectif, dans ce cas-là, on n'a pas plus besoin de les conserver. Donc, on va les supprimer. Ça veut aussi dire que les données doivent être collectées pour une finalité bien déterminée. C'est-à-dire qu'une fois que la finalité de départ a été, accomplie, les données n'ont plus de finalité, ou alors il faut qu'elles aient une autre finalité, on va le voir, c'est possible, un autre objectif de conservation. Heu, Ce qui veut dire que, voilà, on ne peut pas collecter, conserver des informations au cas où, sans objectif bien déterminé. Ah, il y a quand même un prérequis, Jérôme, heu, à tout ça qui est implicite, qu'on n'a pas évoqué, mais qui est quand même assez important, qui est d'abord de pouvoir justement distinguer, d'identifier, les données, et de distinguer des données personnelles, des données non personnelles. Donc là, on n'a pas parlé, mais ça présuppose quand même, pour pouvoir parler de conservation des données, de les connaître, en fait, de savoir quelles données personnelles sont traitées, sont utilisées dans le cadre de tel traitement. Ah oui, bien sûr, évidemment. Ça veut dire que et là, on va le voir, heu, on parle de données à caractère personnel, donc il faut pouvoir identifier ces données. On va retrouver justement cette obligation d'identifier ces données à caractère personnel dans l'obligation de documentation qui sont prévues là par les règles de protection des données, notamment le RGPD, dans ce qu'on appelle le registre des activités de traitement,
que vous connaissez bien, si jamais, vous êtes DPO, si jamais vous êtes professionnel de la protection des données dans votre organisation, le registre va vous imposer donc de décrire les traitements que vous mettez en place. Dans cette description, le RGPD prévoit notamment d'inscrire les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données. Donc, on va avoir cette obligation de faire ce lien avec les données personnelles collectées, donc de les identifier, d'identifier leur finalité et donc d'identifier pendant quelle durée ces données sont collectées au regard des finalités qu'on a abordées. C'est aussi une obligation d'information, hein, qui est prévue par le RGPD et dans cette obligation d'information, heu, il y a cette notion de durée de conservation qu'on retrouve. Donc, la personne concernée par le traitement doit, être informée donc des de beaucoup de choses, dont les finalités, mais également les règles qui encadrent les durées de conservation. Soit la durée de conservation en valeur absolue, voilà, nous conservons les informations relatives aux données que nous avons collectées dans tel objectif pendant 1 an à compter de la collecte, par exemple. Ou, si on ne peut pas avoir une valeur absolue, déterminer des critères. Ça peut être par exemple, voilà, la durée de notre relation contractuelle. Vous voyez? Il n'y a pas un critère absolu par contre, une valeur absolue par contre, on a un critère qui va être, ben, avec un point de départ, par exemple la fin de la relation ou la durée de la relation contractuelle. Donc ça veut dire aussi que quand on parle de gestion des durées de conservation, on est vite confronté à, les conditions. Les conditions de le point de départ, et le point d'arrivée. Donc, ce que tu dis Jérôme, c'est que c'est pas uniquement des valeurs, absolues, c'est pas uniquement des nombres de jours, nombres de mois, mais c'est des nombres de jours, nombres de mois à partir de certaines conditions, qui sont spécifiques en fait à chacun des traitements. Dans le cadre d'un traitement recrutement par exemple, la durée de conservation, en base active commencera à partir du moment où le processus de recrutement aura commencé. Ouais, tout à fait. Alors tu as un peu devancé le sujet, en parlant de base active, mais effectivement, il y a cette notion de point de départ. Point de départ, qui va permettre d'identifier, donc la durée et d'identifier le point d'arrivée. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'établir une règle, vous voyez? Une règle, donc sur ces données-là, une règle qui va permettre de savoir que au bout d'un certain temps, eh bien, on ne conservera plus les données sous une forme identifiante. Donc cette règle, beh, il faut bien qu'il y ait un point de départ. Alors soit, le point de départ, ça peut être la collecte, soit ça peut être un moment dans la phase du traitement, ça peut être la fin du traitement, ça peut être, ce genre de choses. C'est pour ça que, on évoquait, la nécessité, donc quand on va identifier des durées de conservation, donc de déterminer soit une durée fixe de conservation, tu l'évoquais tout à l'heure, Paul Emmanuel, avec le recrutement, voilà, on va se fixer une règle sur, heu, sur la durée de conservation, par exemple des CV. On va dire qu'une fois qu'on a reçu le CV, on va pouvoir conserver le CV pendant, le temps de la candidature et que à la fin de cette candidature, donc on a donné une réponse oui, non au candidat. On va avoir un nouveau point de départ pour une nouvelle durée de conservation, pour un nouvel objectif qui serait de constituer une CVTech. Et donc là, on va se dire, bah voilà, nous on le conserve pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant tant que nous on détermine, pour pouvoir constituer cette CVTech et vous rappeler si besoin. Donc là, on a une durée fixe qui est posée, donc qui va pouvoir varier selon le cycle de vie de la donnée, on a vu, hein. Donc on a la première collecte avec une première finalité qui va être, l'analyse de la candidature. La candidature est analysée, il y a une réponse au candidat, il y a un nouveau cycle de vie de la donnée. On va pouvoir être dans une nouvelle règle de conservation et puis, on va le voir après, si jamais par exemple,
on veut rentrer dans un autre, processus, ce qu'on appelle d'archivage, heu, eh bien, on va pouvoir, donc conserver les informations donc pendant une nouvelle durée qu'on pourrait identifier de manière fixe, qui correspondrait par exemple à la prescription légale. Donc on va avoir une durée fixe ou un critère en tout cas qui va être utilisé, objectif, pour pouvoir déterminer cette durée. Le temps de la relation contractuelle, le temps de l'analyse de la candidature. Vous voyez, parfois, bah, ça peut prendre plus ou moins de temps. L'objectif derrière, c'est d'avoir quelque chose qui soit, certain, qui ne soit pas aléatoire. Aléatoire. C'est-à-dire que quelque chose, voilà, il y a une règle bien précise qui s'applique et on la connaît. Et on sait que si jamais ces conditions s'appliquent, alors les durées, la durée est fixée et donc les données donc devront être effacées. Alors il y a aussi un point, je trouve, complémentaire à ce que tu dis, Jérôme, et qui est important, je crois, et qu'on n'a pas évoqué. C'est le fait que, la durée de conservation de la donnée, elle dépend donc de son cycle de vie. Si l'on est donc en base active, en base, ou archivage intermédiaire, mais elle dépend aussi de la finalité. Mmh. Et donc ce n'est pas uniquement la durée de conservation des données, brutes dont on parle ici, mais c'est en fait la durée de conservation des données dans une étape de cycle de vie donné, dans un usage, dans un traitement, dans une finalité spécifique. Et c'est toute la difficulté du sujet, c'est que, on peut avoir une même donnée qui est réutilisée dans différents traitements pour différentes finalités, à laquelle la politique de conservation sera différente. Et donc c'est une des problématiques du sujet, on en parlera peut-être à la fin du webinaire, sur comment faire pour réconcilier ces différents éléments. Mais ce qui est important de noter, je crois, c'est qu'on ne parle pas uniquement d'une donnée, on parle de l'usage d'une donnée, pour un objectif donné. Et quand on parle de durée de conservation, en fait, on parle de durée de conservation dans un contexte, pas uniquement, en l'air, juste pour appliquer sur une base de données précise. Et toujours, effectivement, c'est important de le souligner. C'est-à-dire que les données, de toute façon, doivent répondre à un objectif, dans tous les cas. En tout cas, quand on parle de données à caractère personnel. Donc, les durées de conservation, elles s'inscrivront nécessairement dans le cadre d'un objectif bien précis, à chaque fois. Si jamais on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de finalité, on ne conserve pas les données. C'est aussi simple que ça. Il y a toujours derrière un objectif précis, déterminé, hein, selon les règles aussi de détermination de la finalité, qui doit être identifié. Et donc, c'est cet objectif qui va finalement servir de base pour régir la durée de conservation qui doit s'appliquer. Alors là-dessus, sur ces durées de conservation, vous avez sûrement aussi, entendu parler de ce cycle de vie de la donnée avec, hem, donc ces notions aujourd'hui qui sont assez importantes et qui sont rappelées par, notamment la CNIL, en France et puis, qui proviennent aussi du système donc des Archives de France, avec, le système d'archivage. Alors quand on parle d'archives, on peut parler d'archivage, d'archives, en base active, d'archives, intermédiaires ou d'archivage définitif. Ces 3 notions qui vont, essayer d'encadrer le cycle de vie de la donnée. Quand on va avoir ces notions d'archivage, il faut bien se dire que on va retrouver derrière un objectif sur chaque notion. En base active, on va conserver les données pendant tant de temps parce que ça répond à cet objectif. En archivage intermédiaire, on va les conserver pendant tant de temps sous cette forme-là, parce que ça répond à cet objectif. Archivage définitif, on va voir ce que c'est rapidement, mais on pourra aussi les conserver parce que ça répond à un autre objectif. Et donc à chaque fois, il y a toujours cette notion de finalité, d'objectif qui est sous-tend la durée de conservation. Ce que vous allez avoir le plus fréquemment, et c'est tout à fait normal, dans la définition et la difficulté principale, ça va être la base active. La base active, c'est l'usage courant des données. Vous avez un traitement de données, vous avez un objectif qui est fixé au traitement de cette donnée, combien de temps je conserve les informations donc pour cet objectif. C'est très variable selon le traitement de données en question. Et donc là, il s'agira d'identifier cette durée-là. On va voir après. C'est l'utilisation courante. Vous avez ensuite cette donnée-là
qui peut passer dans un autre objectif, un autre traitement, parfois, qui peut être passé en ce qu'on dit en archivage intermédiaire. L'archivage intermédiaire, c'est donc, le fait de sortir les informations de la base active pour, heu, les conserver pour un objectif, généralement pour répondre à une obligation légale ou un intérêt administratif. Généralement, c'est on anticipe un éventuel contentieux, on se garde la preuve, donc la preuve de la réalisation d'un contrat par exemple, donc on va garder le dossier en archive. Globalement, dans une entreprise, dans une organisation, on va avoir, heu, une salle d'archives, on va mettre le dossier dedans. En informatique, ça va être la même chose. On sort les données de la base active pour les mettre dans un dossier d'archivage. On limite les accès, on essaye en tout cas de faire en sorte que les données, dans le cadre de cet objectif qui va être de répondre à une obligation légale ou d'apporter la preuve dans le cadre d'un contentieux, ne soient accessibles qu'aux personnes qui aient besoin d'y accéder dans le cas où l'objectif se réaliserait. Si jamais on a besoin d'un contentieux, ben, les données seront accessibles uniquement aux personnes qui vont gérer le contentieux, ou en tout cas sur demande donc d'un service d'archivage. Et enfin, suppression ou archivage définitif, c'est la dernière étape. Généralement, ça passe par la suppression, la plupart du temps, hein, puisque l'archivage définitif, on est dans le cadre ici des règles qu'on appelle du code du patrimoine, qui vont s'imposer notamment aux organismes publics, et donc qui va devoir faire une sélection. Donc les archives de France, les archives départementales généralement, vont devoir faire une sélection des dossiers qu'ils voudront conserver dans le cadre des archives. euh, alors là, dans le cadre des archives, dans le cadre du code du patrimoine, justement, a un objectif donc de conservation du patrimoine. Et donc là, les règles de conservation peuvent être à ce moment-là, très très longues, voire illimitées. Euh, Alors un mot aussi sinon, ouais, peut-être, sur, effectivement sur ces 3 étapes, pardon, je te coupe Jérôme. Si il y a aussi je crois, un enjeu que toutes les entreprises n'ont pas fait, n'ont pas travaillé en amont et ce qui rend parfois aussi le sujet de la conservation des données compliqué, c'est justement la définition, concrète, opérationnelle de ce que c'est qu'une base active, de ce que c'est qu'un archivage intermédiaire et ou définitif. Et en général, les sociétés qui sont avancées sur le sujet de la gouvernance des données, qui ont une culture de données forte, ont déjà mis en place, des catalogues de données ou des glossaires de données dans lesquels, elles peuvent retrouver, ces éléments, mais, dites sous forme plus concrète, plus opérationnelle, avec des applications, de description, du patrimoine, de données, qui peuvent contenir justement des workflows. Le workflow, base active, archivage intermédiaire, suppression. Heu, bon, c'est pas le cas de toutes les entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas ces workflows-là. Et donc aussi, une des difficultés quand on aborde le sujet, durée de conservation, c'est aussi, d'évaluer, au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, quelle est la maturité de la gouvernance des données de votre entreprise. Et en particulier, est-ce que, une description claire, documentée, précise et opérationnelle, concrète, hein, de ce que c'est qu'une base active versus un archivage intermédiaire, est nécessaire. Si cette définition-là n'existe pas, elle peut amener à des incompréhensions, entre, les opérationnels et le DPO et ces incompréhensions peuvent amener à un manque d'application, en fait, des opérationnels. Et donc, vous, en tant que DPO, vous allez vous retrouver face à un mur, de manque de mobilisation, puisque, il y aura donc peut-être un risque qui est de ne pas être suffisamment opérationnel, de ne pas parler la même langue, en fait, que les opérationnels. Donc, heu, c'est un point d'intention, qui je crois, pas spécifique à la conservation des données, mais, mais, heu, mais plutôt qui se situe en amont, mais en revanche qui est je crois, un sujet absolument crucial pour, faire en sorte que vous puissiez, créer une relation de travail de confiance qui soit bidirectionnelle, hein, dans lequel vous, vous demandez des choses opérationnelles, mais aussi qu'eux s'impliquent, en retour, pour, vous aider à développer de la comptabilité de l'entreprise. Donc cette définition de ce que c'est que, une base active de données, un archive intermédiaire et sa description dans l'opération, c'est pas des choses qui sont fournies par la CNIL, par le RGPD, c'est des choses qui sont spécifiques à chacune des entreprises. Chacune doit définir les règles. L'essentiel étant de pouvoir le justifier, hein. Dans le cas d'un CRM, quelle est la distinction entre une donnée en base active et une archive intermédiaire?
bah, peut-être que ça peut être dans l'application CRM un bouton, un statut, un contact qui peut un statut qui est un contact qui va être plus ou moins actif, actif, inactif. Ça peut être, dans une relation de know your customer, dans le secteur bancaire, par exemple. Ça peut être, voilà, un statut d'activité, lié au contact. Mais tout ça, ça veut dire, se mettre d'accord en amont avec les opérationnels sur la définition concrète, de ces notions. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est essentiel de bien, s'accorder dans une organisation sur, comment ça fonctionne. On va voir que c'est essentiel, pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Il faut déterminer des règles et ces règles, bah, comme dans toutes les règles, il faut que pour qu'elles soient efficaces, il faut que tout le monde puisse les comprendre. Donc pour bien les comprendre, eh bien, il faut bien expliquer ces processus et qu'on s'accorde sur le vocabulaire utilisé, sur les mots et donc voilà, à quoi correspond une base active? À quoi correspond l'archivage intermédiaire? Voilà. Est-ce que la base active, est-ce que c'est bien identifié, donc dans l'organisation? Voilà. On a une question, de Yael Chêne. Bonjour, le langage est différent selon le secteur. Le privé n'a pas le même vocabulaire que dans le secteur public, plus habitué à ces notions d'archives. Tout à fait. Et tout à fait. Alors, c'est pour ça que cette règle de base active, archivage intermédiaire, archivage définitif, c'est un cycle de vie qui est posé par la CNIL, mais qui effectivement doit faire l'objet, heu, d'une recontextualisation dans l'organisation selon laquelle on se situe. Ce qui est important, et on l'a vu, ce qui est important, c'est de respecter le principe fondamental de limitation de la durée de conservation par rapport à un objectif déterminé. Ce système de cycle de la vie permet d'y voir un peu plus clair et puis aussi de coller effectivement au système des archives publiques. N'oublions pas que quand, ces obligations d'archivage, ça provient essentiellement du secteur public, puisque la loi informatique et liberté, heu, donc en 1978 s'appliquait essentiellement au secteur public et donc ces notions-là, bien évidemment, sont liées au secteur public. Dans le secteur privé, on voit par contre, c'est un sujet qui est malgré tout essentiel puisque ça fait l'objet donc de la très grande majorité, des difficultés qui vont être rencontrées, par les organisations, pour, donc dans le cadre de la gestion des traitements de données à caractère personnel. Si je poursuis, n'hésitez pas à poser des questions ou des remarques, c'est très intéressant. Justement, on a parlé, donc, apporter la preuve. Ce que tu as souligné tout à l'heure, Emmanuel, c'est apporter de la preuve, de la justification, apporter finalement de la documentation sur comment est-ce que c'est mis en place dans les organisations et finalement comment est-ce que ça marche. Alors, pour faire ça, la CNIL nous a apporté un guide sur les durées de conservation. Elle nous dit voilà à peu près ce qu'il est important d'avoir, ce que vous pouvez mettre en place pour répondre à votre obligation que vous avez en tant que responsable de traitement, donc organisation qui met en œuvre des traitements de données à caractère personnel, pour répondre à votre obligation de justifier de la preuve de votre conformité au RGPD. Hein. C'est ce principe de responsabilité hein, qui est posé à l'article 25 du RGPD qui impose d'avoir un certain nombre de choses pour prouver qu'on est en conformité. Je dis, bah voilà, il y a plusieurs éléments. La première, on l'a vu, c'est le registre. De toute façon, c'est un document obligatoire. Dans le registre, vous allez identifier vos activités de traitement, vos différents traitements de données, les finalités, et puis vous avez cette obligation. Donc, alors, on dit si possible, mais si possible, il faut vraiment pouvoir justifier de l'impossibilité de définir, en tout cas de documenter les durées de conservation. Hein. Dans tous les cas, il y a une obligation de définir et de mettre en œuvre des durées de conservation. Le registre, il faut que cette règle apparaisse dans chacune des fiches de traitement. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un document de référence. Voilà, alors là, on reprend aussi, par exemple, des préconisations des Archives de France, mais vous pouvez aussi tout à fait avoir ça dans une entreprise et ça se fait beaucoup. Donc sous forme de tableau qui va reprendre l'ensemble des, données, alors des traitements, alors ça peut être des traitements où souvent ça va être justement les jeux de données, les données et derrière les différentes phases de la vie des données qu'on va avoir. Avec à chaque fois, donc cette base active, cette archive intermédiaire, puisque généralement on va retrouver
de l'archivage intermédiaire assez fréquemment, puisqu'on aura toujours des conditions de preuve, des obligations de conservation, et cetera. Hein, on prend souvent dans le secteur RH, par exemple, vous avez le code du travail qui va imposer un certain nombre de durée de conservation des données, heu heu, donc qui peuvent être ultérieures à leur, traitement en base active. Un document de référence, vous avez aussi documenter vos actions qui sont entreprises, hein. Là, on parle de plan d'action. Vous avez un plan d'action de conformité, vous avez fait un audit, vous avez fait, voilà, vous avez du contrôle permanent, vous avez, des éléments, des tâches, un projet, qui est mis en place. Donc voilà, ce qu'on a mis en place, on conserve les documents pour dire: «Vous voyez, on a travaillé sur cette durée de conservation et donc on est en mesure de dire ce qu'on a fait et comment on les a implémentés». Très important. Enfin aussi, les instructions écrites qui sont transmises aux sous-traitants en matière de durée. Là, c'est le cas où effectivement vous allez travailler avec un sous-traitant. Généralement, quand on va utiliser un prestataire dans le cadre de, par exemple, l'externalisation de services, on parlait de CRM tout à l'heure, voilà. Eh bien, on doit être en mesure de pouvoir indiquer quelles sont les instructions sur les durées de conservation qui seront appliquées par ce prestataire pour notre compte. Hein, typiquement, généralement, on va retrouver ces éléments-là dans les annexes, hein, qui vont définir le traitement des données et dans les annexes, on va retrouver les éléments relatifs à la durée de conservation des données. Si jamais vous avez identifié une règle spécifique, vous voulez dire, voilà, moi mes règles, les données que je vous confie, les règles de conservation, c'est 5 ans après le départ de la personne, eh bien, ça doit être écrit noir sur blanc sur le contrat qui vous lie avec donc le sous-traitant. En tout cas, dans le cadre des instructions. Alors généralement, ça fait partie du contrat. Alors ce que ça montre, peut-être comme point, je trouve qui est intéressant, c'est que, trop souvent les DPO, et considèrent que le travail sur la documentation des durées de conservation se limite à la déclaration. À déclarer, les durées de conservation, applicables. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, ça, c'est un élément indispensable, hein, c'est la partie du registre, mais il y a aussi les actions de contrôle et les instructions, déposées qui, elles aussi, font partie de la documentation, obligatoire, s'agissant de ce sujet de règles de conservation. Et on peut imaginer, par exemple, des audits qui pourraient être réalisés par rapport à un traitement, rien que sur le sujet de la durée de conservation. Donc, vous pouvez imaginer faire déclarer évidemment les durées de conservation, mais également, lancer des audits, ou des contrôles internes, réguliers, qui vont ensuite vérifier si ces durées de consommation sont à jour, si elles sont bien implémentées en pratique, quels sont les logs, hein, quelle est l'historicité de la traçabilité, des actions réalisées, sur ces politiques de conservation appliquées à un traitement. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui constituent le corpus permettant d'être conforme, sur le sujet de la durée de conservation. Donc c'est vrai, on voit que ça va beaucoup plus loin, que simplement, du déclaratif et c'est, je crois, l'erreur que font beaucoup de DPO qui se cantonnent à ce travail déclaratif. Mais il faut aussi, et c'est la partie la plus difficile, hein, vérifier que ça reflète la réalité sur le terrain. Voilà, tout à fait et c'est vrai que c'est essentiel. Heu et voilà, effectivement, un message de Yael qui disait: «Ce que je préconise très régulièrement, ça peut éviter de se faire attraper par la patrouille». Ouais, effectivement, mais moi, ce que j'ai vu dans mon expérience c'est qu'on a tout le temps des durées de conservation qui sont établies. Ça, c'est facile de dire, on est passé par un audit, on a fait appel à un consultant externe, à un avocat. Il nous a pondu un super document avec, les belles durées de conservation, voilà la règle, générale, c'est super, vous voyez? C'est comme ça qu'on l'applique. On les met dans les contrats, on dit dans la politique de confidentialité quand on en parle, voilà, voilà la règle qu'on applique et puis, vous voyez, on fait les choses bien chez nous, c'est super. Souvent, ça trahit quand même, une réalité bien différente, qui est un manque de respect de ses propres règles parce que, techniquement, on ne les aura pas implémentées, parce que on y passe finalement
pas de temps, parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas anticipé les choses et on va le voir après finalement comment on doit faire un peu tous ces éléments-là. Mais derrière, c'est vraiment quelque chose qui, est très, très courant et on le voit aujourd'hui dans les différentes sanctions, dans les différentes problématiques qui se posent sur ce sujet-là. Très souvent, les durées sont déjà déterminées, mais en pratique, c'est pas vraiment la réalité. C'est un peu ce qui a été, poussé par le RGPD, dans le sens de ce principe de responsabilité, hein, de l'accountability. L'idée est de, dire: «Maintenant, c'est très bien, avant vous nous faisiez une déclaration à la CNIL où vous déclariez, voilà, que vous vous conformiez à la norme par exemple, à une norme simplifiée qui définit des règles. Voilà. Par contre, maintenant, c'est pas ça, c'est vous l'écrivez et puis vous nous montrez que vous le faites». Alors ça passe comment? Et généralement, effectivement, alors qu'est-ce qu'on dit? Voilà, les dernières sont du one shot. Alors évidemment, bien évidemment que non. C'est pas du one shot puisque c'est un peu comme toute la conformité, les traitements de données, sa vie et donc c'est quelque chose de manière très continue. Ça passe par quoi finalement? Comment est-ce qu'on s'assure de ça? Du fait qu'on respecte bien, qu'on a bien implémenté les règles de conservation qu'on a éditées? Mais ça passe par déjà des procédures, souvent et c'est ce que préconise la CNIL. Voilà ce qu'elle attend, elle peut dire: «Bah, est-ce que vous avez mis des procédures pour archiver les informations?» Voilà. Est-ce que vous avez mis des procédures pour supprimer les documents? Voilà. Est-ce que vous avez, par exemple, une procédure de destruction avec des bordereaux? Vous passez par, une société tierce pour aller, détruire, toutes les archives papier, heu est-ce que vous avez des factures? Est-ce que vous avez, derrière, un budget qui est alloué à ça? Est-ce que vous avez des équipes qui vont y passer du temps? Voilà et donc derrière, est-ce que vous avez aussi des procédures d'exploitation, hein, sur vos traitements? Est-ce que vous savez, voilà, que les personnes qui vont, traiter ces informations-là, est-ce qu'elles savent, au bout d'un certain temps, est-ce qu'elles doivent les supprimer? Est-ce que les dossiers dans un explorateur Windows, d'un salarié dans un bureau? Est-ce que les choses sont rangées? Est-ce que les éléments sont, les durées de conservation sont facilement respectables? C'est-à-dire que derrière, est-ce que on va avoir des choses simplifiées? Les données sont bien identifiées avec des dates justement de durée de départ, des durées de conservation bien identifiées? Est-ce que dans un logiciel, on a bien des tables et on a bien des colonnes qui permettent d'avoir la date, par exemple, de dernière activité d'un compte client? Vous voyez? Et est-ce que, derrière, on a pu mettre en place des éléments qui vont pouvoir assurer donc le respect des règles de conservation? Vous voyez, tout ça, c'est de la documentation. C'est des éléments, alors c'est des éléments si jamais toujours dans le si jamais, si jamais on se fait contrôler par la CNIL, bien évidemment, alors ce qui peut arriver plus souvent qu'on ne le pense, mais c'est pas forcément une finalité en soi, effectivement, vous serez amené à devoir prouver ça. Par contre, si jamais vous êtes dans une relation contractuelle avec des partenaires, vos partenaires contractuels, commerciaux, vont aussi pouvoir vous demander comment est-ce que vous gérez. Si vous êtes sous-traitant, comment est-ce que vous gérez les durées de conservation? Est-ce que vous pouvez me le prouver? Est-ce que vous avez mis en place des process? Est-ce que je peux vous faire confiance là-dessus? Si jamais moi on vient me voir et que je me fais taper dessus, bon, il faut aussi se dire que les durées de conservation, ça va apporter, aussi, de la garantie et des mesures de sécurité. On va empêcher derrière des potentielles violations de données. Vous avez des données qui sont conservées depuis 15 ans, 20 ans, qui ne devraient pas l'être. Vous les exposez à un risque plus important qu'elles soient, donc qu'elles fassent l'objet d'une atteinte par des tiers, voilà, dans le cas d'une attaque informatique. Si les données avaient été supprimées, de toute façon, elles n'auraient pas pu être, transmises à des tiers, hein, qui n'auraient pas le droit d'y accéder. Donc derrière, on réduit aussi les risques à ce niveau-là, vous voyez? Et donc tout ça, ça passe par justement ces éléments de procédure, ces éléments de process que l'on doit documenter. Ça, c'est essentiel. Ce que tu dis, Jérôme, c'est que, de toute façon, au-delà de la sanction RGPD, travailler sur, la gestion de cette durée de conservation de données n'est pas, entre guillemets, «une fin en soi». Elles peuvent servir également d'autres objectifs, comme apporter une maîtrise, supérieure
de son patrimoine informationnel et également réduire les risques de cyberattaques ou tout ce qui est risque connexe. Et ça, je crois que c'est un point qu'il faut insister sur lequel il faut insister, c'est que le RGPD, donc rentre évidemment dans un projet de conformité, mais il va au-delà et il apporte des bénéfices globaux à l'entreprise, sur lesquels les DPO doivent, communiquer, en interne pour pouvoir, soit débloquer les budgets, soit débloquer, de l'engagement humain, et apporter, on va dire, une maturité supplémentaire sur le sujet des données en interne dans l'organisation. Ouais, ouais, tout à fait, hein, c'est vraiment essentiel et c'est un des éléments, de toute façon qui va susciter. On voit que c'est une des vraies questions aussi qui se posent, pour les personnes concernées, les utilisateurs finaux, les vous comme moi, de savoir, pourquoi est-ce que les données sont conservées dans tel chez vous alors que, vous n'en avez plus besoin et donc ça peut être générateur aussi de plaintes et donc il faut vraiment faire attention à ça. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que si jamais vous les conservez au-delà, de ce qui est préconisé ou même, que vos règles ne sont pas tout à fait bien déterminées, si jamais une personne vous demande l'accès aux données qui les concernent, donc dans votre organisation, vous devez être en mesure de lui donner les informations, y compris celles dont la durée de conservation est dépassée. Vous voyez? Donc derrière, finalement, elle pourra aussi se poser la question de: «Mais pourquoi est-ce que vous avez encore ces informations-là sur moi?» alors que, normalement la règle de conservation doit s'appliquer. Alors c'est un cas notamment qu'on peut retrouver très facilement et qui a été un sujet de contentieux assez important sur, les fichiers de la Banque de France et notamment les banques qui devaient donc maintenir à jour, des fichiers, sur le FICP et donc qui ne mettaient pas à jour et qui derrière finalement les personnes vont se retrouver avec des interdits bancaires alors que les données finalement n'avaient juste pas été supprimées et donc se retrouver encore, donc dans les analyses de demande de crédit. Alors quels moyens on va avoir pour pouvoir déterminer ces durées de conservation? Heu, le moyen le plus simple, déjà, souvent, il y a la loi, tout simplement, la loi ou le règlement qui va nous imposer, de conserver les informations un certain nombre de temps. Le code du travail, foisonne de règles de conservation des informations, les bulletins de salaire, et cetera. Le code civil, le code de commerce, les différentes dispositions, le code de la santé publique foisonne aussi donc de durée de conservation. Donc on va avoir des références légales ou réglementaires sur notre secteur d'activité, évidemment, sur notre métier, qui vont faire que l'on doit conserver les informations parce que la loi nous l'impose. Alors souvent la loi l'impose aussi parce que c'est toujours dans un objectif bien déterminé. Hein, ça va être généralement la preuve ou ça va être aussi, on doit les conserver parce que on peut avoir un contrôle et on doit avoir un historique, par exemple de 5 ans, de 6 ans, pour l'inspecteur du travail, de 10 ans pour les comptables, pour l'URSSAF et cetera. Alors ces règles de conservation, je t'interromps Jérôme, sont présents donc, notamment dans les normes simplifiées de la CNIL, qui sont donc à disposition dans, l'outil d'Astra, que vous pouvez consulter. Donc, si vous souhaitez vous ouvrir un compte gratuit, c'est gratuit pendant un mois et vous pouvez consulter à disposition ces normes simplifiées. Vous pouvez également les retrouver sur le site de la CNIL, sur d'autres sites internet également. Hem, donc n'hésitez pas à aller consulter ces différentes sources d'informations. Ouais, ouais, tout à fait, hein. C'est-à-dire que c'était aussi les délibérations de la CNIL, les référentiels, les références sectorielles. Tous ces éléments-là vont être des éléments qui vont vous apporter un certain nombre de choses, un certain nombre de durées qui seront définies par le marché et cetera, qui auront un aval généralement aussi donc de l'autorité de contrôle et donc ces éléments-là sont très utiles pour pouvoir définir les durées de consommation. Souvent, hein, aujourd'hui, il y a très peu de secteurs où on ne sait pas quelles sont les durées qui vont s'appliquer. Généralement, il y a toujours des règles qui sont posées sur justement dans le cadre de ces normes simplifiées, hein, que vous pouvez bien évidemment retrouver dans Dastra. Vous avez, aussi parfois aucune durée qui n'est préconisée par aucun texte. Dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel à son principe de responsabilité. Il faut fixer, soi-même la durée de conservation en fonction de ce qu'on estime juste par rapport au traitement. J'ai un traitement de données, voilà. J'ai une finalité bien déterminée. Eh bien, jusqu'à quand les données sont nécessaires pour accomplir la finalité? Voilà, je me pose tout simplement cette question et j'arrive à trouver finalement une durée qui me paraît juste.
Donc pour faire ça, c'est important, donc de prévoir, ces éléments-là, au moment donc, où on va concevoir nos traitements. Et ça, c'est aussi répondre à une autre obligation du RGPD, hein. On voit que tout s'interconnecte, qui est le principe de protection des données dès la conception, le privacy by design, où vous avez justement ces obligations d'anticiper ces questions sur tous ces principes de protection des données, dont la durée de conservation des données. Ça implique de définir avec précision les finalités, pourquoi est-ce qu'elles servent, et donc de derrière, comment est-ce que les données vont vivre? Voilà. Est-ce que je les mets donc dans ce qu'on appelle dans un fichier courant? En tout cas, voilà. Est-ce que j'ai besoin de les conserver après la finalité, pour une autre finalité, par exemple de prescription, en cas de preuve de en cas de contentieux, ou pas? Voilà, à ce moment-là, je les supprime. J'identifie les personnes qui ont besoin de travailler sur ces données, y compris si jamais on les archive derrière, et puis j'anticipe une procédure qui va me permettre une purge automatique. Hein, souvent ce qu'on passe, ça va être voilà, de faire un petit script, donc une petite moulinette tout simplement, qui va, exécuter la règle qu'on s'est donnée. Alors ça anticipe, parfois les projets sont complexes et il y a beaucoup d'informations, ça anticipe de savoir c'est lesquelles on doit conserver, lesquelles aussi on, ne doit pas conserver, lesquelles aussi on peut conserver sous une forme non identifiante. Ça peut être aussi un processus d'anonymisation qui est envisagé dans ce cas-là. Ce ne sont plus des données à caractère personnel, donc derrière, la conservation des données peut être, dans ce cas-là, illimitée. Ces procédures d'anonymisation, de purge, ce sont typiquement des éléments qui peuvent être demandés en cas de contrôle de la CNIL. Vous avez une moulinette, donnez-nous le script, faites voir le code. Vous avez un processus d'animation, montrez-nous comment ça marche. Vous voyez? Donc c'est important de bien les identifier, de bien les maintenir aussi et de bien les auditer, vérifier que ça fonctionne, hein, et donc de bien aussi documenter le code. Qui est impliqué finalement dedans? Alors là, je n'invente pas grand-chose, hein, je reprends aussi ce que nous préconise la CNIL, mais qui sont des je dirais un peu des banalités. C'est aussi du bon sens. Évidemment, le métier, c'est le premier concerné, c'est aussi lui qui connaît le besoin fonctionnel donc des données dans le cadre du traitement et donc qui va être le plus à même de savoir combien de temps il en a besoin. Le DPO, lui, évidemment, est impliqué puisqu'il a cette connaissance, peut-être transversale sur les traitements de données et donc aussi peut-être les recommandations de la CNIL qui peut avoir facilement, dont il peut avoir facilement accès. Les services d'archives, s'il y en a dans les organisations, alors c'est plutôt les collectivités, mais aussi parfois les grandes entreprises. Un conseiller externe, que ce soit un avocat, que ce soit un consultant, que ce soit un consultant spécialisé, qui va avoir, donc une expertise sur le sujet et également parfois des fédérations professionnelles. Ça peut être aussi des têtes de réseau comme on dit, qui peuvent aussi, éditer des règles et ça passe notamment, dans le cadre du RGPD par des codes de conduite sectoriels par exemple, éditer des règles dans lesquelles, ils vont apporter des durées de conservation préconisées pour le secteur. Ils connaissent bien leur marché, eh bien, ils s'accordent sur un standard et donc voilà le standard, c'est celui-ci. On peut penser par exemple, à la prospection commerciale, on peut penser à ces sujets-là, la gestion des clients et prospects. Il y a un standard qui va être de 3 ans à la fin de la relation commerciale. Eh bien ça, c'est un standard qui a été identifié par les fédérations professionnelles sur le secteur, avec la collaboration de la CNIL, qui a permis de déterminer ces durées-là. Vous voyez, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale. Par contre, il y a des référentiels, il y a de la réflexion. On n'est pas tout seul, on discute et on essaye d'aller trouver de l'information auprès de différents acteurs sur son sujet. Si jamais on ne trouve pas, eh ben, il faut faire appel à son principe de responsabilité et donc imaginer la durée de conservation qui soit la plus adaptée à l'objectif du traitement. Oui, et Yann Chen nous dit dans les commentaires, comme un exemple, effectivement, de fédération, donc la Fédération française des assurances, la Tout à FFA, fait. Mmh. et le même exemple peut être déplacé dans la Fédération française des banques, dans le secteur médical également. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites
et notamment par les autorités de réglementation de chacun des secteurs. Et le e-commerce également, tout à fait. Ouais. Un autre acteur peut-être qu'on peut évoquer qui n'a pas été identifié là, qui est plus présent dans les grandes sociétés, néanmoins, on a, je crois, de plus en plus de ces profils, sont peut-être des acteurs internes, comme les responsables des données des organisations. On voit ça de plus en plus dans l'entreprise, des chargés de la qualité de données, notamment. Et ces acteurs-là peuvent être, des bons leviers, donc ce qu'on appelle le Chief Data Officer. Alors il n'existe pas toujours, hein, évidemment, c'est plutôt dans les sociétés un peu plus grosses, mais on voit quand même, que de plus en plus de sociétés qui possèdent ce type de profil, et ce sont des profils dont le métier est de faire de la gouvernance des données. Donc ça peut être aussi des alliés pour le DPO, dans le cadre d'un projet de conservation des données. Tout à fait, oui, le CDO peut avoir une responsabilité importante là-dessus. Hem, Ce qui implique aussi, donc on parlait du principe de responsabilité, mais ce qui implique aussi donc de s'assurer que, les durées de conservation qu'on a définies, qu'on a implémentées, on a mis des processus, est-ce que ces processus fonctionnent bien? Ça nécessite de réaliser des audits réguliers. Heu, pour le coup, là, le DPO, il a cette mission donc qui est prévue dans le RGPD, donc il peut, se charger de ce rôle-là. C'est pas forcément que lui, mais en tout cas, ce qui est important, c'est aussi de prévoir régulièrement donc que les durées de conservation sont bien respectées. Ensuite, toc, je passe, les petites slides. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil? Donc on en a parlé. La CNIL a émis, et c'est sa volonté, elle a non seulement fait un guide là-dessus, mais elle a aussi pour objectif d'émettre des, référentiels de durée de conservation. Elle en a sorti 2 premiers sur le secteur de la santé, elle va en sortir d'autres. On voit qu'elle en sort aussi également sur des référentiels sectoriels, par exemple, sur la gestion des ressources humaines, où elle va apporter un certain nombre de durées préconisées, que ce soit parce qu'il y a des obligations légales ou parce que, ce sont des règles, préalablement établies. Alors souvent elle reprend, hein, ce qu'on va retrouver dans les durées de conservation dans les normes simplifiées. On peut aussi avoir d'autres outils, hein, qui sont effectivement, un outil métier. Alors nous, c'est celui ce qu'on propose, c'est l'Astra, c'est un outil guidé, une grille d'analyse. Si jamais on doit se poser la question: «Est-ce qu'on a été voir déjà dans ses premières normes, dans ses premiers référentiels? Est-ce qu'on l'a documenté dans le registre?» Et ensuite, sinon, on peut aussi faire donc des grilles d'analyse, voilà, avec un certain nombre de questions qui vont vous permettre donc de identifier une durée de conservation à la fin. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir un outil qui permette de faire le contrôle. Donc, ce contrôle des durées de conservation, des contrôles réguliers, des campagnes. Donc, ça passe par un outil d'audit. On pourra vous en parler plus tard. Je vois que le temps avance, mais effectivement, ce sont des éléments que nous proposons, que nos clients aiment beaucoup aussi sur ce sujet-là. Donc, pour pouvoir réaliser ces campagnes de vérification des durées de conservation. Un cas d'usage récent, intéressant. Vous avez peut-être entendu parler d'une sanction qui a été, délivrée par la CNIL il y a quelques semaines à l'encontre de la société Brico Privé. Donc c'est un acteur du e-commerce, hein, assez important, mais qui reste quand même une PME de 150 personnes. L'un des manquements principaux, hein, ça va être un manquement sur la durée de conservation. Il y avait eu un contrôle, pendant ce contrôle-là, la CNIL a constaté qu'il n'y a pas eu de durée de conservation établie. La société elle-même a indiqué qu'elle n'avait pas émis de durée de conservation. Il y a eu une instruction, elle a déterminé des durées de conservation dans une politique, mis en place des procédures, mais j'ai envie de dire, le mal était déjà fait. C'est-à-dire que lors du contrôle, eh bien, les durées de conservation n'étaient de toute façon pas respectées, quand bien même ils les avaient déterminées. Eh bien, il y avait des différences importantes entre, entre les durées annoncées et les durées dans la réalité. Ce manquement, ne l'oublions pas, c'est un manquement à un principe fondamental du RGPD, donc c'est le montant maximum, hein, c'est 4 du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros. En l'espèce, donc Brico Privé, ça concernait les durées de conservation des clients et des prospects, hein, donc voilà, les clients donc qui ont déjà effectué un achat ou ceux qui n'ont jamais effectué d'achat.
Il y a eu 300 000 € pour le RGPD, 200 000 € pour e-privacy, pour les histoires de cookies, ou de prospection commerciale. On pourrait estimer que, le manquement à la durée de conservation, ça représente 75 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Si on prend le coût que ça peut avoir de réaliser une procédure, de faire des audits réguliers ou de s'équiper d'un outil et le montant d'une sanction de 75 000 €. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans cette sanction brico-privée, la CNIL proposait au départ une mise en demeure, mais comme d'autres acteurs internationaux, en tout cas européens, étaient concernés, d'autres pays européens, les CNIL de l'Europe concernés ont sollicité de la CNIL qu'elle transforme sa mise en demeure en sanction. C'est pour ça que ça a été transformé en sanction. Au départ, la CNIL était plutôt magnanime, on va dire, mais on voit que l'influence des acteurs, des autorités de contrôle des autres États membres de l'Union européenne, notamment, c'était je crois l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, eh bien, ont eu une influence considérable pour transformer donc la mise en demeure en sanction. Effectivement, les durées étaient déterminées, mais voilà, les vérifications montraient que ces règles n'étaient pas respectées. Là, il y avait des clients non actifs qui étaient conservés pendant plus de 5 ans, ce qui ne répondait pas à la solution. La société a mis en place évidemment un système de purge, donc derrière, elle a mis en place un système aussi d'anonymisation et elle a dû apporter la preuve qui est passée par notamment ce qu'on a vu, précédemment, donc des justificatifs techniques, un procès-verbal qui a dû être réalisé probablement par un huissier pour montrer qu'effectivement les durées de conservation étaient bien respectées. Finalement, qu'est-ce qu'on doit se poser comme bonne question quand on identifie ces durées de conservation? C'est: «Qu'est-ce que j'ai besoin? De quoi ai-je besoin pour répondre à mon objectif?» Ça, c'est vraiment la question la principale, donc des durées de conservation. Est-ce que j'ai besoin, de les conserver, tant d'années? Est-ce que j'ai besoin de les conserver le temps de la réalisation du contrat? Ça va aussi dépendre de la base légale de notre traitement, hein, on pourra en parler dans un autre webinaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est essentiel de se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a des obligations légales? Est-ce qu'il y a des règles qui sont, éditées par, des organismes, par mon secteur d'activité? Est-ce que j'ai besoin de conserver ces informations-là pour un contentieux éventuel? Est-ce que j'ai besoin de conserver toutes les informations? Hein, l'objectif, c'est aussi parfois de faire un tri entre les informations. Est-ce qu'on a besoin de conserver le dossier avec les 1 500 pages? Ou est-ce que, derrière, pour justifier qu'on a bien réalisé le contrat, on a besoin uniquement de conserver, bah, les deux trois factures et puis le reste? Est-ce que, voilà, j'ai besoin d'archiver ces informations pendant combien de temps? Et ensuite, comment est-ce que je les supprime? Est-ce que j'ai des règles spécifiques de suppression? Hein? Est-ce que je passe par un prestataire? Ce genre de choses. Donc derrière, tout ça, ce sont des bonnes questions qu'il faut être amené à se poser pour faire ça. Voilà. Donc ce qu'on pourrait retenir, ce qui est important, faire des contrôles, évidemment, hein. On voit bien que la difficulté, c'est pas tellement de identifier des durées de conservation, mais c'est plutôt de les appliquer et donc derrière, ça passe par des process techniques, évidemment, la plupart du temps, mais aussi des process organisationnels et donc aussi par du contrôle régulier que les process fonctionnent bien. C'est le contrôle qualité, c'est le contrôle permanent, c'est des éléments qui sont effectivement assez connus dans les entreprises, mais ça peut aussi passer par des contrôles. Les contrôles, c'est pas forcément des choses très complexes, ça peut être des questionnaires tout simples, des petits audits qu'on envoie au métier, voilà, des petites campagnes rapides. Est-ce que tu peux, me confirmer que les données ne dépassent pas telle durée? Voilà, parce que chez toi la règle, de conservation est comme ça. Ensuite, on documente tout ce qu'on fait. On conserve des traces. Voilà, des procédures, des logs, des rapports d'audit, de contrôle, du plan d'action. Et évidemment, qu'est-ce qui on anticipe pour éviter d'avoir des coûts trop importants, pour éviter de se retrouver avec des impossibilités techniques, parce que parfois on n'a pas anticipé cette question, mais finalement c'est devenu trop compliqué, on a trop de données, on a trop d'enjeux derrière, trop d'enjeux business pour pouvoir, modifier le truc. Ça nous coûte trop cher, donc on ne peut pas mettre en place les règles de durée de conservation. Donc anticiper, c'est un peu le maître mot et surtout anticiper aussi dans le cadre des relations contractuelles avec les sous-traitants, hein. Ces questions-là doivent être posées. Parfait, merci Jérôme. On arrive à la fin du temps de ce webinaire. Je tiens à rappeler que donc, toutes ces notions que nous avons évoquées, vous pouvez les mettre en place dans l'application d'Astra, donc à la fois en termes de documentation des durées de conservation donc des données dans le cadre de traitement, mais également
dans le cadre de l'anticipation, puisqu'il y a un module collaboration qui est très important, qui vous permet justement de préciser, de mettre d'équerre cette durée de conservation en lien avec les métiers et ça, c'est je crois le plus important. Et enfin, des outils, des systèmes d'audit que vous pouvez automatiser, que vous pouvez donc planifier à l'avance des campagnes de contrôle, faire ensuite du reporting sur ces, campagnes, associées donc à des traitements et à des durées de conservation, qui vous permettent de faire ce suivi dans le temps, et de documenter finalement toutes les actions, de manière tracée et ensuite de vous constituer donc ce corpus, qui vous permet de répondre, parfaitement aux contrôles éventuels de la CNIL, que nous souhaitons pas, mais qui peuvent arriver. Et donc c'est pour terminer, je dirais aussi que, au-delà de la sanction, il y a aussi des coûts cachés, du non-respect des durées de conservation, qui peuvent être liés à une rémédiation, manu militari suite à un contrôle de la CNIL ou une mise en demeure, mais également, par, tout le travail en amont caché, de gouvernance, d'échange, de sémantique presque sur, ce que c'est qu'une durée, en base active, en archivage intermédiaire et cetera. Donc tout cela, on ne l'aurait pas évoqué dans les sanctions, mais c'est important, je crois, d'en parler puisque c'est, le travail, en amont qui est un prérequis, à la conformité. Voilà, c'est pour le mot de la fin. Peut-être que Mmh. Jérôme, je te laisse préciser, puis, suite à cela, on se tenait évidemment à vous remercier de votre présence, et n'hésitez pas à nous suivre donc sur les réseaux sociaux, à vous inscrire à notre newsletter, à tester l'application, à nous contacter. On est là à votre disposition et notre objectif, c'est de faire avancer avec vous la protection des données, dans votre entreprise. Voilà, moi je trouve que c'est très bien, comme mot de la fin et qu'effectivement c'est un chantier, important, délicat, mais qui n'est pas négligeable et je pense que c'est vraiment, heu, un un élément, très important à anticiper. À anticiper et puis à ne pas négliger. Sur ce, bah, écoutez, merci beaucoup. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous contacter. Heu et oui, voilà, 1947 et très bien. Bah, vous voyez, voilà. La question, est aussi de la sensibilisation. Bon, ce sera peut-être pour un autre sujet. À très bientôt et puis je vous souhaite un très bon appétit et puis un bon été. Merci à vous, à bientôt, au revoir.